Le 23 avril 1945 se leva. Gris et froid. Sur les ruines éventrées de Nuremberg. Pourtant, ce matin-là, quelque chose d'extraordinaire flottait à travers la fumée âcre et les rues jonchées de gravats, l'arôme riche et doré du poulet frit. Greta Müller pressa son visage contre la vitre fissurée de son abri en sous-sol. Son estomac tenaillé par une faim qui était devenue aussi familière que sa propre respiration. Depuis des semaines, elle et ses 2 enfants survivaient d'une soupe de pommes de terre claire et de quelques croûtes de pain noir. Observant leur quartier autrefois prospère se transformer en un terrain vague de bâtiments effondrés et d'espoirs anéantis. Cette odeur était impossible à ignorer. Elle tranchait avec la puanteur de la destruction tel un phare, attirant Greta et des dizaines d'autres civils hors de leur cachette avec une force quasi magnétique. Klaus, 8 ans, tira sur la manche du manteau élimé de sa mère. Ses yeux cernés écarquillés par un désir désespéré. « Maman ? Tu sens ça ? » ?»« Ça sent. Comme le monde d'avant. » Sa sœur Emma, à peine âgée de 6 ans, serrait la main de sa mère avec des doigts qui semblaient trop fragiles. Trop fins pour une enfant de son âge. Comme le documentent les archives des rapports d'après-action de la 3e division d'infanterie. Les forces américaines avaient établi une cuisine de campagne avancée à seulement 3 pâtés de maison du centre-ville, dans le but de nourrir leurs troupes en progression alors qu'elles consolidaient leur emprise sur le cœur symbolique de l'Allemagne nazie. Le sergent-chef William « Cookie » O'Brien, originaire de Chicago, faisait frire du poulet depuis l'aube, se préparant pour les soldats qui viendraient chercher un repas chaud entre 2 patrouilles dans la ville occupée. La cuisine elle-même était une merveille d'efficacité militaire. D'immenses cuisinières de campagne crachaient chaleur et vapeur. D'énormes marmites bouillonnaient de légumés. Fierté personnelle d'Aubriand. Des poêles en fonte de la taille de roues de charrette grésillaient, remplis de morceaux de poulet d'un brun doré qui aurait semblé relever du fantasme pour la population allemande affamée. Ce sergent Fourier de 62 ans nourrissait les gars de l'oncle Sam à travers l'Europe depuis 3 ans. Mais rien ne l'avait préparé à ce dont il allait être témoin ce matin-là. Greta se retrouva au sein d'une foule grandissante de civils aux joues creuses qui avaient suivi l'incroyable parfum à travers le labyrinthe des rues détruites. Ils se rassemblèrent à une distance respectueuse du campement américain. Trop effrayés pour s'approcher, mais incapables de repartir. C'étaient des gens qui avaient autrefois mené une vie confortable de classe moyenne, des enseignants, des commerçants, des ouvriers d'usine maintenant réduits à des ombres faméliques d'eux-mêmes. Unis seulement par le langage universel de la faim et la promesse alléchante d'un vrai repas. Parmi eux se tenait Heinrich Weber, un ancien postier dont les lunettes à monture métallique arboraient maintenant des verres fêlés. Et Martha Schneider, une veuve qui avait perdu son mari sur le front de l'Est et sa maison dans les bombardements alliés. Ils observaient en silence les soldats américains s'affairer efficacement autour de la cuisine de campagne. Leurs visages bien nourris et leurs uniformes propres formaient un contraste saisissant avec l'assemblée dépenaillée des badauds allemands. L'air du matin était lourd de tension et de possibilités. La guerre touchait à sa fin. C'était une évidence pour tous. Mais ce qui allait suivre demeurait terriblement incertain. Ces soldats américains feraient-ils preuve de pitié envers la population civile? Partageraient-ils leurs vivres avec leurs anciens ennemis? Ou laisseraient-ils simplement le peuple allemand vaincu mourir de faim en guise de châtiment pour des années de guerre? Le sergent O'Brien avait remarqué la foule qui se formait quelques minutes seulement après avoir commencé ses préparatifs matinaux. Soldats de carrière ayant servi pendant la Grande Guerre et s'étant engagés lorsque l'Amérique était entrée dans ce conflit. Il comprenait la faim d'une manière qui dépassait les rations militaires et les horaires de messe. Il l'avait vu sur les visages des enfants français durant la Première Guerre. Il l'avait vu dans le regard vide des prisonniers libérés quelques semaines plus tôt. Et maintenant, il la reconnaissait à nouveau chez ces civils allemands qui épiaient chacun de ses mouvements avec une intensité silencieuse et désespérée. Il se souvenait de la Somme. Des visages creusés des petits Français qui mendiaient un morceau de pain. C'était la même faim. Une faim qui n'avait ni nationalité, ni uniforme. Les ordres permanents étaient clairs, les approvisionnements militaires américains étaient destinés au personnel militaire américain. La cuisine de campagne existait pour maintenir la force de combat et le moral de la 3e division d'infanterie alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le Reich en décomposition.
Chaque morceau de poulet. Chaque pomme de terre. Chaque grain de sel avait été transporté à travers l'Atlantique. Acheminé par camion à travers une France à peine libérée. Et soigneusement rationné pour soutenir l'effort de guerre. Nourrir des civils ennemis ne faisait pas partie de la mission. Mais O'Brien avait ses propres enfants. Là-bas, à Chicago. 2 filles qui devaient avoir à peu près le même âge que certaines des petites têtes qu'il apercevait dans cette foule. Margaret aurait 9 ans maintenant. Et la petite Suzanne. 7 ans. En les imaginant, bien au chaud et bien nourris pendant que leur père se battait à l'étranger. Il essaya de se figurer ses propres filles regardant des étrangers cuisiner une nourriture dont elles avaient un besoin vital. Et cette pensée lui serra la poitrine d'une émotion qu'il ne parvenait pas tout à fait à nommer. Selon les archives conservées par la section historique de la 3e division d'infanterie, l'unité opérait sous la directive du général Lucian Truscott de maintenir une discipline stricte tout en traitant les populations civiles avec humanité. Dans les limites de la nécessité militaire. Cela créait un paysage moral complexe où les soldats devaient être à la fois des vainqueurs conquérants et des libérateurs compatissants. Des rôles qui ne s'alignaient pas toujours parfaitement avec les conditions sur le terrain. Le lieutenant James Patterson, fraîchement sorti de West Point et servant comme officier exécutif de la compagnie, s'approcha de la cuisine de campagne vers 10 heures ce matin-là. L'officier de 23 ans effectuait une inspection de routine des positions avancées lorsqu'il remarqua l'attroupement inhabituel de civils. Sa formation avait souligné l'importance de maintenir des frontières claires entre les forces d'occupation et les populations civiles. Pourtant, quelque chose dans la scène qui se déroulait devant lui remettait en question ces catégories militaires bien définies. « Sergent » dit calmement Patterson. Sa voix portant l'autorité prudente de quelqu'un qui apprend encore à commander. « Quelle est votre évaluation de la situation ici ?» Il fit un signe de tête en direction de la foule d'Allemands qui continuaient de maintenir leur distance respectueuse. Bien que leur nombre n'ait cessé de croître tout au long de la matinée. O'Brien interrompit sa cuisson, s'essuyant les mains sur son tablier avant de répondre. « Mon lieutenant. Ils ont faim. Et allez voir. Ça ne date pas d'hier. Surtout les enfants. » Il désigna du menton Klaus et Emma, qui s'étaient légèrement rapprochés du périmètre. Leurs jeunes visages reflétant un mélange d'espoir et de peur qui transperçait le protocole militaire pour toucher à quelque chose de plus fondamental dans l'expérience humaine. Le lieutenant se sentit pris entre des loyautés contradictoires envers ses ordres. L'efficacité militaire. Les objectifs stratégiques plus larges de la force d'occupation. Et envers autre chose. Quelque chose qui défiait toute catégorisation facile. C'étaient les gens contre lesquels son pays se battait depuis près de 4 ans. Les citoyens d'un régime qui avait infligé une destruction sans précédent au monde. Pourtant, en les regardant maintenant, il ne voyait que des familles affamées qui ressemblaient de manière troublante aux communautés qu'il avait laissées derrière lui dans la Pennsylvanie rurale. L'odeur de poulet frit continuait d'emplir l'air, créant un pont invisible entre 2 groupes qui avaient été entraînés à se considérer comme des ennemis. En cet instant, au milieu des ruines de la guerre, les besoins humains ordinaires commençaient à s'affirmer par-dessus les frontières artificielles que le conflit avait créées. Emma Müller avait toujours été la plus courageuse des 2 enfants de Greta. Même avant que la guerre ne leur arrache une si grande partie de leur monde. Tandis que Klaus avait tendance à se replier sur lui-même face à l'incertitude. Emma possédait une détermination têtue qui rappelait à Greta son défunt mari. Friedrich. Tombé en défendant Stalingrad 3 ans plus tôt. Maintenant. Alors que l'arôme envoûtant du poulet frit devenait plus fort à chaque minute qui passait. Cette même détermination commença à l'emporter sur la peur qui avait maintenu les civils allemands à leur distance prudente. La fillette de 6 ans fit un petit pas en avant. Puis un autre. Ses petites mains jointes derrière le dos dans la posture formelle que leur gouvernante avait autrefois exigée en des temps meilleurs. Sa mère tendit instinctivement la main pour l'arrêter. Mais quelque chose dans l'expression d'Emma. Un mélange d'espoir désespéré et de logique enfantine. Fit hésiter Greta. Peut-être qu'une enfant pourrait accomplir ce que les adultes ne pouvaient pas. Pourrait combler le fossé entre anciens ennemis par le simple acte d'un besoin innocent. Emma continua son approche.
ses chaussures usées faisant de légers bruits sur le pavé jonché de débris. Elle avait répété ce qu'elle dirait dans son anglais limité. Des mots qu'elle avait appris des associés de son père avant que la guerre ne rende de telles connexions internationales impossibles. Les soldats américains la remarquèrent immédiatement. Il était difficile de manquer une si petite silhouette se déplaçant avec une détermination si résolue dans l'air matinal. Le sergent O'Brien cessa complètement de cuisiner en la voyant arriver. La vue de cette petite fille vêtue de vêtements qui avaient été autrefois élégants mais qui étaient maintenant rapiécés et délavés, s'approchant avec la dignité d'une diplomate en mission cruciale, le frappa avec une force inattendue. Elle lui rappelait sa propre Suzanne, qui possédait cette même expression sérieuse lorsqu'elle essayait d'accomplir quelque chose d'important dans son monde d'enfant. Comme il l'écrirait à sa femme cette semaine-là, dans des lettres personnelles plus tard données au Musée national de la Seconde Guerre mondiale à la Nouvelle-Orléans. J'ai vu mes propres filles. J'ai vu tous les enfants qui se sont un jour approchés d'un adulte avec de l'espoir dans les yeux et de la confiance dans le cœur. Ce moment restera gravé en moi pour le reste de ma vie. Une cristallisation parfaite de la capacité de l'humanité à transcender les frontières artificielles que la politique et la guerre créent. Emma s'arrêta à exactement 3 mètres de la cuisine de campagne. Assez près pour sentir l'incroyable richesse de la nourriture en train de cuire, mais assez loin pour montrer son respect pour la limite militaire américaine. Elle se tenait parfaitement droite, le menton relevé avec une dignité qui semblait presque impossible pour quelqu'un de si jeune et manifestement sous-alimenté. Quand elle parla, sa voix traversa l'air du matin avec une clarté cristalline. « S'il vous plaît. Monsieur. » dit-elle dans un anglais soigné. Sa prononciation fortement accentuée mais indéniablement sincère. « Nous avons très faim. » Elle fit un geste en arrière vers la foule de civils, dont beaucoup étaient en effet des enfants de différents âges, tous observant cette mission diplomatique cruciale. Le souffle coupé par un espoir désespéré. Les enfants ont très faim. Le lieutenant Patterson sentit quelque chose bouger dans sa poitrine en regardant cette scène se dérouler. Sa formation militaire l'avait préparé à des décisions de combat, à des évaluations tactiques, au paysage moral clair de soldats combattant des soldats. Elle ne l'avait pas préparé à une fillette allemande de 6 ans qui possédait plus de courage que la plupart des hommes adultes avec qui il avait servi. Qui pouvait se tenir au milieu des ruines de son pays détruit et demander de l'aide avec une dignité si tranquille. Le sergent O'Brien regarda le lieutenant. Puis de nouveau Emma. Puis la foule de civils affamés qui avaient suivi l'odeur de l'espoir à travers les rues dévastées de Nuremberg. À cet instant, le protocole militaire semblait moins important que l'obligation humaine fondamentale de nourrir ceux qui ont faim. Surtout quand parmi eux se trouvent des enfants qui ne portent aucune responsabilité pour la guerre qui les a conduits à ce point de désespoir. La formation du lieutenant Patterson à l'académie militaire avait insisté sur l'importance d'un leadership décisif. Mais rien dans ces leçons soigneusement structurées n'avait abordé la complexité morale d'une fillette de 6 ans affamée demandant de la nourriture dans un anglais parfait et répété. Il regarda le sergent O'Brien, dont le visage buriné reflétait la même lutte intérieure entre le devoir et l'humanité qui déchirait actuellement la conscience du jeune officier. « Sergent » dit Patterson à voix basse, se rapprochant pour que leur conversation ne parvienne pas aux civils en attente. « Quelle est votre évaluation professionnelle de notre situation en approvisionnement ?» C'était une question soigneusement neutre qui permettait aux 2 hommes d'explorer leurs options sans remettre directement en cause le protocole militaire. La réponse d'O'Brien fut tout aussi mesurée. « Mon lieutenant. Nous cuisinons pour environ 200 hommes aujourd'hui. Mais j'ai préparé assez de protéines pour près de 300. En suivant les ratios de campagne standard pour d'éventuelles arrivées de renforts. » Il marqua une pause, ses yeux se posant sur Emma, qui continuait de se tenir au garde-à-vous malgré la tension évidente que représentait le maintien d'un tel sang-froid alors qu'elle était entourée de l'odeur de la nourriture dont elle avait désespérément besoin. Nous avons des réserves suffisantes pour maintenir notre capacité opérationnelle tout en répondant à des considérations humanitaires. Ce langage militaire codé ne pouvait masquer entièrement ce dont les 2 hommes discutaient réellement, nourrir des enfants affamés avec leurs propres provisions, violant potentiellement les ordres sur l'allocation des ressources tout en remplissant les obligations morales plus larges qui avaient amené les forces américaines en Europe. Selon les rapports archivés du gouvernement militaire allié pour l'Allemagne,
Des situations similaires se produisaient dans tout le territoire allemand occupé. Alors que les forces américaines rencontraient des populations civiles poussées au bord de la famine par des années de guerre totale, de bombardements stratégiques et l'effondrement des systèmes normaux de distribution de nourriture. La présence d'Emma avait créé une crise de conscience silencieuse. Dans la foule des civils allemands, d'autres parents observaient, se demandant si l'espoir désespéré de leurs enfants serait récompensé ou anéanti. Heinrich Weber ajusta nerveusement ses lunettes fêlées tandis que Martha Schneider posait des mains protectrices sur les épaules de deux enfants qui n'étaient même pas les siens. Des orphelins qu'elle avait recueillis après la mort de leurs parents dans un bombardement. Le soldat de première classe Tommy Rodriguez, un jeune de 19 ans du Nouveau-Mexique qui aidait à la préparation des repas, s'approcha de ses supérieurs avec une audace inhabituelle. « Mon lieutenant. Excusez mon impertinence. Mais ma grand-mère a toujours dit que nourrir des enfants qui ont faim était la chose la plus importante qu'une personne puisse faire. Peu importe ce qui se passait dans le monde. » Sa voix portait le léger tremblement d'un jeune soldat pas tout à fait certain de son droit de parole, mais incapable de rester silencieux face à ce qu'il voyait. Patterson réalisa que sa décision définirait non seulement ce moment, mais aussi sa propre compréhension de ce que les valeurs américaines signifiaient réellement lorsqu'elles étaient confrontées à la réalité confuse du besoin humain. La guerre était terminée. Tout le monde le savait. La question était maintenant de savoir quel genre de paix suivrait. Et si cette paix serait bâtie sur les fondations de la compassion ou simplement sur la logique froide de l'efficacité militaire. Emma n'avait pas bougé durant la conversation discrète des Américains. Sa mère, Greta, observait depuis la foule avec un mélange de fierté et de terreur, sachant que le courage de sa fille pourrait entraîner soit le salut, soit une déception dévastatrice pour tous ceux qui avaient suivi l'odeur de l'espoir à travers les ruines de leur ville. L'air du matin semblait retenir son souffle alors que le lieutenant Patterson regardait une fois de plus la petite fille. Puis son sergent. Puis cette cuisine de campagne qui représentait non seulement la logistique militaire, mais la possibilité que la bonté humaine transcende les frontières que la guerre avait créées. La décision du lieutenant Patterson ne vint pas comme un éclair de génie, mais comme la reconnaissance silencieuse de ce que son pays représentait vraiment. Au-delà de tous les protocoles militaires et objectifs stratégiques, il s'était engagé dans l'armée pour combattre le fascisme, défendre la liberté, protéger les innocents de la tyrannie. Et les innocents qui se tenaient devant lui étaient précisément ceux que son service était censé protéger. Quel que soit le côté du conflit qui avait produit leur situation désespérée actuelle. « Sergent O'Brien, » dit-il, sa voix portant l'autorité calme de quelqu'un qui avait trouvé une clarté morale dans une situation complexe. « Je veux que vous prépariez des assiettes pour ces civils. Commencez par les enfants, puis les personnes âgées, et ensuite toute personne qui semble avoir besoin d'un repas chaud. » Il marqua une pause, croisant le regard du vieil homme avec une confiance inébranlable. « C'est un ordre direct. Et j'assumerai l'entière responsabilité de toute question venant du haut commandement. » La transformation sur le visage buriné du sergent O'Brien fut immédiate et profonde. La tension interne qui s'était accumulée tout au long de la matinée se libéra dans un large sourire qui sembla le rajeunir de 20 ans. « Oui, mon lieutenant, » répondit-il avec un enthousiasme qui résonna dans toute la zone de la cuisine improvisée. « Rodriguez, Jenkins, sortez toutes les assiettes de rechange que nous avons. Nous allons nourrir des gens qui ont faim aujourd'hui. » Le sang-froid d'Emma se brisa enfin lorsqu'elle comprit ce qui se passait. La dignité soignée qu'elle avait maintenue tout au long de sa mission diplomatique se dissolut dans l'excitation naturelle d'une fillette de 6 ans qui venait d'accomplir quelque chose de magnifique. Elle se tourna vers la foule d'Allemands en attente et cria dans sa langue maternelle, « Si Sergent Gia. Dis américané Sergent Gia. » Ils ont dit oui. Les Américains ont dit oui. La réaction parmi les civils allemands fut électrique. Les parents qui avaient maintenu une distance prudente s'avancèrent soudainement. Non pas dans une cohue désorganisée, mais dans le mouvement déterminé de gens qui comprenaient qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. Greta Müller atteignit sa fille la première, l'enlaçant dans une étreinte qui exprimait des mois de peur, d'espoir et d'amour désespéré accumulés. En quelques instants,
La nouvelle de la générosité de la cuisine américaine se répandit. En 1 heure, le groupe ordonné de 30 ou 40 personnes était passé à près de 200. Le sergent O'Brien organisa son opération humanitaire impromptue avec la même efficacité qu'il mettait à nourrir les troupes américaines. La première assiette fut pour Emma. Bien sûr. O'Brien la chargea d'un généreux morceau de poulet doré, d'une purée de pommes de terre onctueuses, de haricots verts cuits avec du vrai beurre, et d'une épaisse tranche de pain blanc qui représentait un luxe au-delà de tout ce qu'elle avait goûté depuis des années. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent démesurément alors qu'elle acceptait l'assiette à 2 mains, la tenant comme un trésor sacré. Sa mère, Greta, reçut la 2e assiette. Et l'émotion sur son visage en regardant les soldats qui nourrissaient ses enfants représentait quelque chose qui transcendait toutes les complexités politiques de la guerre. C'était de la simple bonté humaine. Alors que le service de repas improvisé se poursuivait, quelque chose de remarquable commença à se produire. Les barrières linguistiques semblèrent se dissoudre face au sourire partagé et aux gestes de gratitude. Le soldat Tommy Rodriguez découvrit que Heinrich Weber parlait un anglais étonnamment bon. Les 2 hommes se retrouvèrent engagés dans une conversation prudente sur leur famille, leur foyer, leurs espoirs pour la paix qui suivrait cette dévastation. Weber montra à Rodriguez une photo écornée de son fils, Hans, tué au combat en France, tandis que Rodriguez racontait des histoires sur son propre jeune frère, encore à l'école au Nouveau-Mexique. Emma, ayant terminé sa première assiette avec une concentration méthodique, regardait les autres enfants manger avec une expression légèrement mélancolique, sans demander la permission à quiconque. Le sergent O'Brien lui prépara une 2e assiette, plus petite. Furent pâtés. Pour plus tard, lui dit-il dans son allemand limité. Mais le sens était clair. Le visage d'Emma s'illumina d'une joie si pure que plusieurs soldats américains se surprirent à sourire. Le lieutenant Patterson se déplaçait parmi la foule, observant les interactions avec un étonnement croissant. Il s'était attendu à de la tension, de la maladresse, peut-être même de l'hostilité. Au lieu de cela, il assistait à quelque chose qui ressemblait remarquablement à la naissance d'une communauté, temporaire et fragile, mais indéniablement réelle. Comme le documentent des entretiens d'histoire orale menés par la Société historique de Nuremberg dans les années 1970. De nombreux civils présents ce jour-là décriraient plus tard la cuisine de campagne américaine comme leur premier aperçu de l'espoir que le monde d'après-guerre pourrait offrir autre chose qu'un châtiment et des privations sans fin. En début d'après-midi, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. La foule avait atteint près de 400 personnes. La cuisine du sergent O'Brien, conçue pour 200 soldats, était poussée bien au-delà de ses limites. Mais le sergent de carrière releva le défi avec sa compétence méthodique habituelle. Ce qui se passait ce jour-là violait techniquement de multiples règlements. Mais comme le documenteront plus tard des entretiens d'après-guerre avec les commandants de division, l'incident fut considéré comme un exemple précoce du type de leadership humanitaire qui serait essentiel pour une occupation militaire réussie et la reconstruction future de l'Allemagne. Le docteur Friedrich Alpern, un médecin qui avait perdu son cabinet lorsque son hôpital fut détruit, se retrouva à soigner de petites blessures parmi les civils et les soldats, travaillant aux côtés du sergent infirmier Paul Morrison de Détroit. Les 2 professionnels de la santé communiquaient dans un mélange d'anglais, d'allemand et du langage universel des soins, trouvant un terrain d'entente dans leur engagement commun à guérir plutôt qu'à nuire. La jeune Emma Müller était devenue une sorte d'ambassadrice non officielle, facilitant les présentations et traduisant les communications de base. Son frère Klaus, inspiré par son exemple, commença à aider les soldats à distribuer la nourriture. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fumée et la poussière, créant une atmosphère presque irréelle autour de la communauté improvisée qui s'était formée. Civils allemands et soldats américains étaient assis côte à côte, partageant nourriture et conversations hésitantes, créant quelque chose qui ressemblait remarquablement à l'espoir au milieu de la dévastation. Alors que le soir approchait, le lieutenant Patterson contempla la scène avec un mélange de satisfaction professionnelle et de profonde transformation personnelle.
La journée avait remis en question toutes ces certitudes. Les chiffres ne racontaient qu'une partie de l'histoire, environ 400 civils allemands nourris. D'innombrables expressions de gratitude. Des dizaines d'amitiés naissantes entre anciens ennemis. Mais la signification plus profonde résidait dans ce que cette journée représentait pour l'avenir. Le sergent O'Brien, épuisé mais profondément satisfait, supervisait le nettoyage. Il ressentait plus de fierté pour le travail de cette journée que pour tout ce qu'il avait accompli en 4 ans de service. Emma Müller, l'estomac plein pour la première fois depuis des mois, aidait sa mère à rassembler leurs maigres biens. Les soldats américains n'étaient plus des ennemis anonymes. Ils étaient de vraies personnes qui avaient partagé leur nourriture et montré de la bonté. Comme en témoigneront des mémoires personnelles publiées des décennies plus tard. Cette journée à la cuisine de campagne de Nuremberg fut un moment charnière. Les civils qui reçurent de la nourriture ce jour-là devinrent parmi les plus ardents défenseurs de la coopération avec les autorités d'occupation américaines. Tandis que les soldats impliqués rapportèrent des histoires d'humanité et de résilience allemande à leurs familles aux États-Unis. Heinrich Weber, l'ancien postier, s'approcha du lieutenant Patterson alors que la foule commençait à se disperser, lui tendant un petit paquet soigneusement emballé. À l'intérieur, l'officier trouva une figurine en bois sculptée à la main, un soldat nourrissant un enfant. « Pour que vous vous souveniez », dit Weber dans un anglais soigné, que les ennemis peuvent devenir amis lorsque nous nous voyons comme des personnes, et non comme des symboles. Patterson accepta le cadeau avec une émotion sincère. Le soldat Rodriguez écrivit à sa grand-mère ce soir-là, aujourd'hui. Nous avons nourri des enfants qui avaient faim et nous avons découvert que les gens sont des gens. Peu importe de quel côté de la guerre ils sont nés. Je crois que c'est pour ça que nous nous battions depuis le début. La chance de construire un monde où les enfants n'ont pas à avoir faim. Où la bonté compte plus que la politique. Le courage d'Emma. La décision du lieutenant Patterson. La générosité du sergent O'Brien et la coopération spontanée entre anciens ennemis avaient créé un exemple. Petit mais significatif, de ce à quoi la réconciliation d'après-guerre pourrait ressembler. L'odeur du poulet frit avait fait sortir les civils allemands de leur cachette. Mais ce qu'ils avaient trouvé était bien plus nourrissant que la nourriture. La preuve que la compassion pouvait survivre même aux pires circonstances. Que les ennemis pouvaient devenir des amis. Et que l'avenir pouvait receler des possibilités de paix qui transcendaient la haine et la violence. La cuisine de campagne de Nuremberg avait servi plus que des repas. Elle avait servi l'espoir qu'un monde différent était possible. Cette étincelle d'humanité au milieu des ruines nous rappelle que même dans les heures les plus sombres, un simple geste de bonté peut changer le cours de l'histoire. Quelle est, selon vous, la plus grande leçon que nous pouvons tirer de ces moments parfois oubliés? Partagez vos pensées dans les commentaires.